Bonjour Jacques Raven. Bonjour. C'est Mike Adelran. Très heureux de vous rencontrer sur le 7e salon maçonnique de Toulouse. Chiffre symbolique cette année. Voilà, aussi. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours et de vos nombreux livres. Alors, comment avez-vous commencé à écrire et quelle était la motivation? En fait, la motivation est due à un hasard. Mon co-auteur à cette époque-là était un journaliste d'investigation. Il était allé faire une enquête sur ce qu'on nommait pudiquement les frères de la côte, dans la région de Cannes, donc des suspicions de corruption maçonnique. Et il avait fait un article particulièrement saignant sur les francs-maçons. Et donc, à cette époque-là, moi je venais d'être un jeune initié et j'avais été un petit peu surpris, ennuyé par cet article parce qu'il ne correspondait en rien à ce que je vivais de la franc-maçonnerie. Et donc on a vu un petit accrochage et au final de cet accrochage, on s'était posé la question de savoir pourquoi il y avait très peu de héros littéraires francs-maçons dans la littérature européenne. J'ai fait une petite recherche, la littérature était ma spécialité universitaire, et je me suis aperçu qu'effectivement il y avait une disproportion entre le poids de la franc-maçonnerie à l'époque, 18e, 19e, 20e, sociale, politique, etc. et sa représentation littéraire. Et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant dans le cadre d'un roman policier de créer un héros franc-maçon, un flic franc-maçon, et j'insiste, fier d'être. Donc, Marcasse. Antoine Marcasse. Voilà, Antoine Marcasse. Et donc, il y a un nombre, il y a beaucoup de livres, au moins une dizaine de livres, depuis 2010. Oui, c'est ça. Et Innomine, le premier. Alors, Innominé, c'est une préquelle qu'on a écrite après. Voilà, c'est une commande qui a été faite par les éditions à l'époque Pocket, donc les éditions de poche, d'avoir un petit texte pour pouvoir présenter le personnage avant qu'il ne soit franc-maçon. Et le premier roman, effectivement, c'est Le Rituel de l'ombre, et c'était en 2005. À l'époque, ça faisait quelques temps maintenant. Il y a aussi le Casanova en 2006, Le Ferme-Sang en 2016. Oui, pratiquement un livre tous les ans, jusque ces années récentes. Alors, il y en a un qui s'appelle Apocalypse. Alors, j'ai souri parce que j'ai pensé, on évoquait Joël Chauvet, il a écrit un livre, c'était Apocalypse aussi. C'était son premier livre. Oui, Apocalypse, c'est un titre phare, un petit peu générique, mais le livre traite évidemment d'un certain nombre d'éléments ésotériques, parmi lesquels quelque chose qui nous est cher depuis longtemps, qui est la question de Rennes le Château, dans lequel Eric et moi, quand nous étions au sortir de l'adolescence, en gros, quand Eric a eu son permis, ça a été un des premiers lieux dans lequel on s'est rendu, et c'était à l'époque un lieu déjà fascinant. Eric Giacometti. Eric Giacometti, qui est mon co-auteur. Voilà, qui est notre co-auteur. Et donc, le château, c'est quelque chose qui me passionne depuis très jeune aussi, l'adolescence. Pratiquement, puisque, en fait, pour vous dire les choses, Eric et moi étions dans le même lycée, ici même à Toulouse, le lycée Berthelot, en classe de seconde, donc vers 14-15 ans. Et nous nous sommes rencontrés dans la cour de récréation parce que nous lisions le même livre, qui était un bouquin de Gérard de Say, dans la petite collection rouge. Voilà, j'ai lu un grand classique. Et on lisait tous les deux le livre rouge, qui n'était pas celui de Mao. Enfin, ça se voyait dans la cour de récréation. Et on a été assez surpris de voir que nous étions deux lecteurs de Gérard de Say. Voilà. Et à partir de là, est né à la fois une amitié, un travail littéraire bien des années après. Et ensuite, toujours un esprit de quête sur ces questions-là, dont Rennes le Château, évidemment, a été pendant très longtemps pour nous un point à la fois de fascination et d'ancrage. C'était les Templiers sont revenus? Oui. Bien sûr. Le classique des classiques, dont aujourd'hui on fait bien sûr une lecture critique, mais c'est tout à fait normal. Mais à l'époque, c'était un livre mythique. Oui. Alors, comme son auteur. Dans vos livres, en fait, et parfois évoqué Rennes le Château, mais jamais directement. Non, c'est fait de manière un petit peu transversale. D'abord parce que nous estimons que le nombre de livres écrits sur Rennes le Château, maintenant, c'est une inflation telle que les mythes successifs ont recouvert les mythes successifs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est presque un travail de déconstruction qu'il faudrait faire sur Rennes le Château. Mais Christian Doumergue s'en occupe de manière très, très efficace, à mon sens. Mais c'était surtout le fait de se rendre sur place. À une époque où Rennes, c'était avant le Garage, donc c'était vraiment le Rennes des chercheurs, le Rennes de toute la vieille garde qui avait arpenté les lieux, fouillé
avec la poêle à frire, etc. N'avait strictement jamais rien trouvé, mais vivait dans une fascination pour nous adolescents qui était remarquable. Ben, c'était la grande époque des Jean-Pierre Montez, Exactement. Paul Webb, tous ceux qui sont en fait les maîtres fondateurs du mythe, qui ont largement contribué à la fois à sa déconstruction, après Gérard de Seine, mais à la fois à la construction d'autres choses. Voilà. Lincoln, qu'on a connu, bien évidemment. Il y a même eu, pour la petite anecdote, quelque chose que j'ai regretté toute ma vie. Bien des années après, mon co-auteur était journaliste à VSD, moi j'étais chercheur au CNRS, et il convainc son rédacteur chef de faire un papier sur Rennes-le-Château. Et donc nous descendons tous les deux à Rennes, en plein hiver, on débarque à l'époque dans un restaurant qui devait s'appeler, je crois, la Pomme Bleue, et on rencontre la propriétaire de la librairie qui avait un accès à l'époque, ça s'appelait Sonia, je crois, qui avait un accès au domaine, et on visite avec elle, parce qu'il est fabuleux de faire ça en plein hiver, dans le désert le plus absolu, et elle me dit, mais vous savez, j'ai les clés, si vous voulez rester dormir. Ouf, on avait réservé un hôtel, on l'a pas fait. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir dormi dans la Villa Betania. Ah, c'est un de mes grands regrets de ne pas avoir dormi une nuit dans la Villa Betania. Jean-Luc a dormi, mais à l'époque, en 1967, c'était plus spartiate. Ah oui, c'était. Voilà. Oui. Donc, nous, c'était les années 90, voilà, après 90-95. Ouais. Alors aussi, il y a le sujet des Templiers, conspiration. Bien sûr. Si vous parlez un petit peu de ce niveau-là aussi. Alors, le sujet des Templiers, on l'a traité à plusieurs reprises parce que pour nous, c'est quand même le mythe fondateur d'une certaine forme d'ésotérisme occidental, puisque c'est quand même un mythe qui dure maintenant depuis de nombreux siècles. Et à la question du trésor, à la fois matériel et à la fois, on va dire, spirituel, hante à peu près toutes les affaires ésotériques françaises. Vous connaissez bien certains lieux qui se rattachent à ce mythe-là. Moi, je m'étais intéressé aussi à la question de Gisors. En Gisors, j'y suis allé plusieurs fois, mais c'était surtout vers Argent. Mon fort Argent, bien sûr, qui était très intéressant. Et puis tout ce qui était ensuite. C'est Gérard Couette. Oui, c'est ça. Tout ce qui était le haut. Tout ce qui était aussi le haut plateau. Ensuite, donc l'île des Meilleurs. Absolument fascinant. Ouais. Moi, j'y suis allé dans les années 80. Là-haut, à l'époque où l'ancien propriétaire polonais existait encore. C'est comme sur Artuby, en fait. C'est ça, c'est comme sur Artuby. Les 7 chapelles autour, le plateau, le trésor. C'était absolument fascinant. Et à l'époque, je me rappelle que j'avais été troublé par le fait qu'il y avait déjà des accointances un petit peu avec certaines aventures d'Arsène Lupin. Je pense à l'île aux 7 cercueils. Donc j'avais travaillé à fond, mais je me suis toujours dit qu'il faudrait qu'un jour ou l'autre, j'essaie de faire un parallèle entre l'île des... Voilà. L'île des Meilleurs, ça vous a marqué comme livre? Oui, parce que c'était absolument fascinant. Et puis, blague mise à part, c'est-à-dire maintenant, c'est quelque chose qui a disparu un petit peu dans la région, mais à l'époque, c'était extrêmement majestueux comme endroit. Et si on se dit, tiens, le trésor de Templiers quelque part, vous arrivez là et vous dites, ah oui, il y a une véritable coïncidence. Mais ça s'est perdu, même le souvenir sur place, j'y suis revenu il y a quelques années, j'y suis remonté, pas facile d'accès d'ailleurs, tout ça a été effacé. Alors, la différence de Rennes-le-Château, c'est un mythe qui n'a pas tenu. Non. C'est resté un peu en l'ombre. C'est resté un peu en l'ombre. Alors, très curieusement, Weisen racontait une étrange histoire, dont je n'ai jamais su si elle était vraie. J'en profite parce que comme ça restera dans les archives. Bien sûr. Il racontait il avait été contacté dans les premières années par Pierre Pantard de Saint-Clair, et qui en fait avait tenté de prendre ce qu'il savait et de le calquer sur la région de l'île des Meilleurs. D'accord. Ça n'a pas pris à Weisen, et je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant, est-ce que ces gens ne sont pas allés réessayer à Rennes-le-Château après en fait. C'est une question que je me suis toujours posée. En même temps, est-ce que Weisen disait la vérité? Je ne sais pas du tout, mais je trouvais l'histoire absolument de ce Plantard de Saint-Clair qui avait quand même quelques dossiers quelque part qui traînaient, je n'ai pas petite idée d'où il les sort d'ailleurs, mais qui a essayé à plusieurs reprises de les monnayer, c'est pas ce qu'on peut dire, mais au moins de trouver le lieu qui les incarnait le plus. Et en parlant des Templiers, est-ce que des mouvements néo-templiers comme Jacques Breyer et Argénie, ça vous inspirait peut-être plus tard pour faire un livre dessus? Cette saga qu'il y a eu un peu de... Alors, les mouvements néo-templiers, ils sont 1952.
Oui, oui, ils sont assez curieux parce que, en fait, quand on discute avec des gens, on s'aperçoit. Oui, l'ORT, bien sûr. Mais on s'aperçoit aussi de l'impact énorme qu'ils ont eu. Moi, j'ai été très surpris en baladant, en particulier en Provence, etc., de voir combien de gens effrayés dans ces mouvements-là à un certain moment. C'est pas la première tentative de résurgence, il y en a eu dans l'histoire plusieurs, mais c'est la plus récente et j'ose dire la plus sérieuse. Voilà. Mais j'ai retrouvé dans les archives revenues de Russie, qui ont été distribuées aux obédiences, une tentative de résurrection de l'ordre du Temple à l'époque de la Régence. Au moment, un peu avant, entre la mort de Louis XIV et l'avènement de Louis XV, Philippe d'Orléans avait tenté une résurgence templière, dont il reste encore quelques archives. Vous voyez, c'est quelque chose qui travaille quand même avec conscience français. Là. Et il y avait un véritable fond, si vous préférez, historique important. Ben, c'est la grande de Bethléem aussi. Bien sûr, de Bethléem, bien sûr. Alors, dans Bethléem, il y a des personnages comme Weistor, Carmela Philgood, bien sûr, qui est présent dans le roman. En France, personne, à part Jean Dabia qui a fait le. Bon, c'était plus une étude sur le soleil noir hyperboréen, le soleil retourné hyperboréen. Mais il n'y a aucun roman qui parle de Weistor. Vous êtes le premier à parler de. En France, en tout cas, alors, de Weistor. Ça s'est fait de manière assez curieuse. On avait une série qui était Antoine Marcas, et puis on est arrivé au 10e, 11e livre. Donc l'inspiration, voilà, on a décidé d'accepter une proposition de France 5 de tourner un documentaire qui est passé sur Public Sénat d'ailleurs il y a un peu, Fonds d'archives parisien très ésotérique, et qu'on s'est interrogé sur la fascination des Allemands et des nazis pour ces questions-là. Et au même moment est sortie toute une série d'études aux États-Unis, d'une universitaire, près de Cambridge, sur ces questions effectivement de la verbe et autres. Et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit, tiens, on va créer un autre personnage, une autre époque, pour explorer cet aspect très étrange de la fascination de certains nazis, j'insiste bien, pour le culte de l'ordre. Qui avait 13 000 livres, à peu près, je crois. Alors, Himmler avait, sur ce qui a été retrouvé, sur la sorcellerie en particulier, 13 000 bouquins qui ont été retrouvés à Prague. Il y a ça maintenant 4 ans. Parce qu'après, il a mis le feu, en fait, avec Weisbourg, tout n'a pas brûlé. Non, il y a des choses qui ont été récupérées, il y a beaucoup de choses qui ont été pillées. Après, il ne faut pas exagérer, il y a d'énormes recherches, ils sont allés très loin, mais ceci étant dit, les résultats n'ont jamais été vraiment au résultat de source. On avait facilement l'habitude de rajouter une croix gammée en dessous d'une poterie avec un peu de peinture pour faire plaisir à Himmler. En fait, ce qu'il voulait, c'était que la naissance des Grecs. C'est un peu ce qui a été repris par un peu le Grèce après. Alors après, avec Alain Benoît et ensuite vous avez toute l'école de ce qu'on appelle la nouvelle droite, etc., qui est partie du Grèce jusqu'à Chrysis aujourd'hui. Éléments, voilà, qui existe toujours d'ailleurs, et qui a été repris. Mais il y a une volonté de filiation, si on préfère, très poétique dans la quête ésotérique. Et du coup, il y a tout aussi le mythe de la Tulée, de Karl Saufer, bien sûr, Von Dorf, toute cette période-là, Guido von List, bien sûr. Le premier mouvement templier aussi, c'était Lons von Liebenfels. Bien sûr. Quoi ça naît quand même dans un terreau l'hôtel 4 saisons. Voilà, qui est très marqué par des groupuscules qui ont à voir avec une certaine forme de franc-maçonnerie, certaines formes aussi de catholicisme. C'est turc, c'est pas de son d'abord. Avec l'Égypte. Tout à fait, et aussi avec tous les mythes nordiques qui sont développés à cette époque-là. Les premières croix gammées commencent à apparaître dans la région munichoise dès 1917-19 à peu près, dans des ordres un petit peu... C'est avant, c'est Fauniste. Enfin, 909, il y avait déjà au château de Lens, en fait, il y avait déjà ça en 909. Il y a des reprises. Fauniste, c'est le premier, en fait, véritablement. Et ensuite, moi je parlais principalement des petits fascicules contre oui, c'est Ostara. Voilà, Ostara, dont on sait qu'Hitler a été un grand lecteur d'Ostara. Il a jamais parti, mais il était... Mais alors, en revanche, moi je les ai lus. Waouh! Dans l'intervalle
d'interprétation, mais avec des choses très avec les Templiers. Avec des choses très troublantes, des essais d'écriture automatique, par exemple, assez proche de Zara, des trucs très très curieux à l'intérieur, des textes hachés, un peu bioniques, etc. Oui, ça a très très vite arrivé. Alors, dans votre roman, il y a aussi des batiscars en métal inconnus qui cherchent un peu partout. Mais c'est venu tout simplement de. À l'époque où on est en train d'écrire ce livre, l'idée nous est venue sur le marché des enchères en Allemagne. Est arrivé un Bouddha portant une croix gammée et dont la notice expliquait deux choses assez fabuleuses. D'abord que ça avait été récupéré par un nerveur au Tibet, donc ça nous a donné la base, et en même temps que le métal était d'origine extraterrestre puisqu'il avait été pris dans une météorite. Alors à partir de là, si vous préférez, on avait vraiment tous les éléments pour pouvoir se lancer dans cette quête. Et le Tibet... c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ouais. C'est un historien absolument fabuleux. fabuleux. La plupart de ceux de nerveurs ont une carrière après un peu tranquille. Ils ont été presque tous, sauf ceux qui sont allés se commettre dans les histoires, surtout de cette expérience médicale. Voilà. Eux, en revanche, là, ça a été beaucoup plus difficile. Mais vous signez derrière, c'est assez fascinant. C'est une carrière universitaire exceptionnelle. Après, je suis par un taille la main, après, quand même. Ouais. Donc, dans cette saga, il y a la nuit du mal, le chaos, Résurrection, 669 aussi. Oui, c'est une véritable saga qui en fait remonte le nazisme jusqu'au moment où ça s'arrêtera, en 1945, à travers diverses expériences, diverses recherches. Peut-être Marie-Orsic. Peut-être, c'est possible. C'est possible. C'est 1945, il avait disparu. Très très largement. Là, vous avez sorti donc Le Royaume perdu. Sur les Templiers. C'est la suite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre-là? C'est-à-dire que on n'avait pas épuisé en quelque sorte toutes les questions qu'on s'était posées sur les Templiers à l'époque, sur cette différenciation devenue très classique entre trésor spirituel et trésor matériel. Et on s'était quand même posé pas mal de questions sur le rapport des Templiers à la nature exacte du Baphomet, de voir qu'est-ce qui pouvait fonctionner à l'intérieur, ou par rapport aussi aux apocryphes. Les croisés ont été aussi quand même des gros pourvoyeurs de textes qui ont été récupérés sur place. Et donc on a créé en fait une quête pour retrouver un certain nombre de textes apocryphes, en particulier le livre d'Enoch, qui est quand même quasiment dans l'Ancien Testament, qui est la vision directe de Dieu, et de voir comment on peut le croiser avec une obsession contemporaine qui est effectivement l'ordinateur quantique. Et donc je crois que quand on regarde aujourd'hui les articles, il y en a beaucoup qui sont sortis il y a quelques semaines sur l'ordinateur quantique, il y a cette vision presque merveilleuse de la puissance du calcul, etc. Mais je pense aussi qu'il faut le voir un petit peu différemment. L'ordinateur quantique finira progressivement par remplacer l'homme dans ses prises de décision, parce que sa puissance de calcul, sa puissance de créer finalement du contenu, va être telle, voilà, c'est évident, va être telle que l'homme s'en trouvera écarté, et ça a toujours été cette idée-là de la science totale, un concept ésotérique qui a été partagé depuis le Moyen-Âge, sans parler effectivement de toutes les thèses renaissantes sur la question, sauf que tout ça a été resté très... Sur un dernier point, il y a le symbole perdu d'Anne Brown et l'huile maçonnique. Alors ça c'est une chose assez amusante. En fait, un jour, nous avions notre éditeur en poche était l'éditeur d'Anne Brown. On avait le même éditeur. Et on a aujourd'hui le même éditeur en poche et en grand format. Et un jour, notre éditeur nous dit, vous savez, le prochain livre de Dan Brown, c'est sur les francs-maçons. Alors pour nous, évidemment, ça a été une sorte de grosse surprise, d'autant qu'on avait eu un petit problème qui était évidemment le livre phare de Dan Brown, que tout le monde connaît, mais dans lequel il était fait référence au texte de Pierre Plantard de Saint-Clair, texte déposé à l'ADN, à la Bibliothèque nationale, et donc les gens du milieu savent que ce sont des faux, alors même que Dan Brown les présente comme vrais, juste à l'incipit, effectivement, du Da Vinci Code. À l'époque, ça nous avait causé problème sur les francs-maçons,
ça risque d'être problématique. Et puis en fait, on a obtenu le livre donc, en version anglaise. À l'époque, on l'a lu très rapidement et on a étudié point par point la manière dont on a le droit d'envoyer la franc-maçonnerie. Et on n'a moins rien à dire. C'était très très bien pensé, très très bien ficelé. Il n'y avait pas de crainte à avoir. Et on a fait un bouquin sur effectivement ces textes-là. Assez étrange d'ailleurs, parce que en fait, la vision de la franc-maçonnerie américaine et la vision de la franc-maçonnerie française n'ont strictement rien à voir. C'est deux mondes totalement séparés. Et là, ça restait très très américain. Mais là où il est malin, c'est qu'il sait très bien rattraper le côté ésotérique européen pour le réinjecter. Alors que la franc-maçonnerie américaine se fout totalement des questions ésotériques, ça n'intéresse absolument plus. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie américaine, qui d'ailleurs ne pèse pas lourd, c'est une organisation caritative communale liée aux États-Unis et ça ne se distingue plus. Eh bien, merci beaucoup Martin pour cette interview. Et bonne continuation pour tous vos livres. Et peut-être des prochaines sagas, peut-être sur un château. Il va sortir un truc sur Rennes. Ah, voilà. Non, il va sortir un truc sur Rennes. Ils ont fait une trouvaille. D'accord. Voilà, ça va sortir dans ou la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Très bien. En fait, ils ont trouvé un gros site